avant peut-être qu'on parle de ce livre précisément, qui est au fond le premier livre de ta nouvelle vie d'écrivain, Oui. puisque tu as fait un coming out littéraire ou social, je ne sais pas vraiment dans le précédent. Est-ce qu'on peut peut-être, avant de parler de celui-ci, revenir un peu sur ce qui t'est arrivé, au fond, cette espèce de rupture que tu as eue dans ta vie littéraire? C'est tout bête. On ne va pas faire semblant. Je connais Pascal depuis très longtemps, lorsqu'elle était journaliste en Suisse. Et dans cette vie-là, à l'époque où on s'est croisés, j'étais très jeune et j'écrivais des… Moi aussi. Oui, on était tous très, très gamins. Et j'écrivais des romans d'amour qui étaient complètement hors sol, qui n'appartenaient pas au monde réel. Des livres comme Le Zèbre, Fanfan, L'île des Gauchers, etc. Et je faisais tout pour fuir la réalité. Et puis, progressivement, je suis entré dans des années d'engagement social. Et ça a complètement modifié ma vision du monde. Je me suis mis à construire d'énormes programmes sociaux, d'énormes programmes associatifs, dont un qui était assez célèbre, qui s'appelle Lire et faire lire. On a embarqué 20 000 retraités qui font lire 760 000 enfants partout en France, dans les écoles maternelles primaires. Et tout cet engagement m'a fait comprendre que ma crétinerie de Parisien, c'est-à-dire que je suis vraiment issu d'un monde où on pensait, tout le monde autour de moi pensait que l'intelligence était à Paris. Mais véritablement, hein, ce n'est pas une formule. Tout le monde pensait que l'intelligence devait naturellement converger à Paris. Et puis, au cours de ces années d'engagement, je me suis rendu compte véritablement que le gros de l'intelligence française était dans les territoires, était dans l'expérimentation locale, était dans des initiatives portées par des maires ruraux, par des maires de banlieue, par des associations de l'économie sociale et solidaire, par des entrepreneurs, mais en tout cas, n'était pas à l'intérieur du périphérique. Voilà. Et pendant ce temps-là, je continuais en tant que romancier qui appartenait au monde littéraire parisien, je continuais à vivre dans un monde qui restait sur cette lancée-là. Et je vivais ça comme une espèce de déchirement incroyable. C'est-à-dire que je voyais bien que ce qu'on appelle la déconnexion des élites, de l'ensemble des élites parisiennes, d'abord que c'était vrai. Ce n'était pas du tout un mythe. Et je sentais bien qu'un jour ou l'autre, il faudrait que je passe à une toute autre écriture et que je réconcilie mon métier d'écrivain avec ce que je vis depuis 20 ans. C'est-à-dire un engagement qui est très joyeux, parce que lorsqu'on se bat contre des inégalités, lorsqu'on se bat contre des fractures sociales, c'est jouissif, parce qu'on ne subit pas. Et c'est jouissif parce qu'on agit avec les autres. Et toute cette énergie, je savais qu'un jour, ça allait basculer dans une saison littéraire complètement différente, avec une langue différente, un français différent. Et c'est maintenant. Mais est-ce qu'il y a eu un point C'est de vraiment rupture? maintenant. Comme tu l'expliques, ça a duré longtemps. Tu as toujours été engagé. Donc, en fait, tu as été très longtemps engagé. Tu as très longtemps continué à écrire tes livres à la manière, enfin, très Alexandre Jardin. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un point de rupture dans ta vie qui fait que tu as décidé que c'était plus possible et qu'il fallait harmoniser le tout? J'étais extrêmement ému et remué par tous les débuts du mouvement des Gilets jaunes. Parce que tous ces gens ne connaissaient personne dans Paris. Et donc, énormément de gens qui occupaient les ronds-points sont passés par les réseaux sociaux pour entrer en relation avec moi. Et j'ai aidé beaucoup de gens à prendre contact avec des médias. Une grande partie des gens que vous avez vus ensuite sur les chaînes de télé, ce sont des gens que j'ai croisés. Bon. Et le début de ce mouvement-là n'avait rien à voir avec la suite. C'était authentiquement un mouvement très populaire de gens qui n'arrivaient plus à vivre. Et qui n'arrivaient plus à vivre dans des marges de manœuvre financières dont Paris n'avait pas la moindre idée. Pas la moindre. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais comme c'est étrange que ça n'ait pas eu lieu avant. C'est-à-dire, le système français est tellement dingue pour
pour les milieux populaires et les classes moyennes qui se paupérisent en France, mais tellement dingue que je ne comprenais pas en réalité pourquoi les gens jouaient le jeu. Pourquoi les maires ruraux continuaient à jouer le jeu. Alors qu'au cours des dernières années, je n'avais vu que des situations mais totalement folles, totalement aberrantes. Et je dis, bon, ça y est, on entre vraiment dans les grands craquements. Ça ne va plus être possible de fonctionner avec une telle déconnexion. Et l'écrivain que je suis s'est dit, tu ne peux plus participer à cette déconnexion. Tu dois plonger dans le roman populaire français au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire au sens où les écrivains français du 19e écrivaient des romans qui héroïsaient le peuple français. Mais alors, est-ce que ça veut dire que tu renies tout ce que tu as fait avant? Parce qu'il y en a des dizaines de livres que tu as écrits. Hein. Est-ce que ça veut dire que tu renies ça ou est-ce que tu les regardes quand même avec un certain, je ne sais pas, peut-être indulgence ou... Avec tendresse. Avec tendresse. Comme un autre monde, en fait, d'une certaine manière. Complètement comme un autre monde. Ouais. Le type qui a écrit L'île des Gauchers est mort. Le type qui a écrit Le Zèbre est mort. Le type qui a écrit Fanfan est mort. Mais en même temps, ça correspond à une vérité du moment. Je me sauvais à l'époque en écrivant des bulles, en écrivant une littérature complètement déconnectée parce que j'avais un vrai problème avec la réalité. Et visiblement, on était des millions à avoir un problème avec la réalité. Donc les gens fuyaient aussi à travers mes romans. Donc, il n'y a rien à renier. Mais ensuite, toute la deuxième phase, qui était composée essentiellement de livres familiaux sur ma famille, oui. C'était des livres extrêmement intimes. Je ne renie pas ça non plus. C'était un espèce de passage, en fait. On n'était plus dans une bulle, parce que c'était quand même parfois assez difficile et cruel même. Donc, c'est peut-être le passage qu'il t'a fallu pour passer de l'ancien Alexandre au nouveau Alexandre. Aussi pour apprendre que le réel n'était pas un souci, n'était pas quelque chose qu'il fallait fuir, que ça avait un goût incroyable. Et en plus, l'idiot que j'étais pensait que n'était beau que les gens bigger than life. Parce qu'évidemment, moi, j'ai grandi dans un monde comme ça, où il y avait des personnages extrêmement forts, et je ne me rendais pas compte que les gens les plus extraordinaires appartenaient au monde que Paris qualifiait d'ordinaire. Et donc, j'ai fini doucement aussi par comprendre que le grand roman français était en train d'avoir lieu dans la rue, dans nos territoires, qu'il y avait un réveil identitaire, qu'on était en train de recomposer notre identité, et que donc, pour un romancier, il y avait un territoire fabuleux qui s'ouvrait, et fabuleux. Et pendant ce temps-là, je voyais bien qu'à Paris, quand on produisait des films, par exemple, pour Faire Peuple, on faisait des films sur la banlieue. Parce qu'on pensait que parler du peuple, c'était parler des cités. Mais les cités, c'est une toute petite partie du peuple. Ou alors en littérature, ça donnait d'ailleurs parfois de très bons livres, on écrivait sur le quart-monde. Mais le peuple, ce n'est pas le quart-monde. C'est une petite partie du peuple. Avec un certain misérabilisme. Bref, ça ne correspondait pas à ce que je voyais. Alors que quand j'étais gamin, il y avait par exemple un véritable cinéma populaire, avec des acteurs populaires. Gabin, il ne venait pas du cours Florent. Je veux dire, Ventura, il venait du catch. Ben, ça se voyait à l'image. Oui, c'est vrai. C'était des types, ils savaient rentrer dans un café à Nevers. C'était authentique, ouais. Oui, oui. Non, mais ils portaient l'histoire de la société française. Et c'est ça ce que je voudrais refaire. Alors, ton nouveau roman, enfin celui qui va sortir la semaine prochaine, qui s'appelle Française, au fond, si le titre n'avait pas déjà été pris, on aurait pu l'appeler Les Indignés. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais avec un bémol, c'est que Les Indignés n'avaient pas la dimension positive. Alors que le monde populaire français en prend plein la gueule dans un système de dingue, et c'est ce que je raconte à travers ce roman,
mais en même temps, les gens se battent. Les gens ont une vitalité incroyable, une créativité incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, plus l'être humain est dos au mur, plus sa vitalité ressort. D'où l'héroïne du livre. Qui flanque des gifles à tout le monde dès qu'elle n'est pas d'accord. Est-ce que c'est ton mode de fonctionnement? Dis-nous, parce que peut-être que le nouveau Alexandre file des gifles à tout le monde aussi. J'aime beaucoup les femmes qui n'ont pas trop de surbois, qui n'ont pas trop de couvercle. J'aime beaucoup les femmes qui ne sont pas tenues par la culpabilité, qui ont la force de mon héroïne. Alors, elle est née comment, ton héroïne? Raconte-moi. Ça a été quoi l'étincelle de départ? D'abord, pour raconter ce que devient ce pays, je n'imaginais pas que ne pas passer par une femme. Parce que cette recomposition identitaire, elle est largement faite par les femmes en ce moment. Donc ça me semblait impossible que le personnage central ne soit pas une femme. Et donc la narratrice du roman français, puisque c'est elle qui écrit à la première personne. Oui. C'est la première fois que tu te mets dans la peau d'une femme? Oui, tout à fait. Tu t'en es sorti, c'est bon, tu t'en es remis? Non, puisque pendant le confinement, j'ai écrit la suite. Donc, j'ai continué. Je n'en suis pas sorti. Mais parce que je trouvais ça beaucoup plus vivant. Et puis, dans toutes les actions que j'ai menées de terrain, jusqu'à en ce moment, là, le programme Masque Solidaire, mais ce sont essentiellement les femmes qui portent l'action de terrain. Les bénévoles de Lire et Faire Lire sont à 90% des femmes. Dès qu'on parle d'action de terrain, il y a des filles. Il n'y a pas à tortiller. Hein. L'action associative en France, c'est des femmes, c'est des filles. Or, ce renouvellement, il passe par des êtres qui sont puissants. Donc, Kelly, elle devait être puissante. Elle devait être non tenue par la culpabilité. Ayant la joie de gifler les hommes lorsqu'ils le méritent. C'est souvent dans son cas, en tout cas. Oui, mais beaucoup d'hommes dans le roman le méritent. Mais alors, qu'est-ce que tu voulais raconter, en fait? Peut-être résume-nous le livre en quelques mots. C'est l'histoire de trois sœurs. C'est l'histoire de trois sœurs. Comment vont-elles réussir à vivre et à aimer dans une société de fous, dans une société qui dysfonctionne complètement? Parce qu'on vit dans une société où, pour le monde populaire, le monde est radicalement incohérent. Et je parle du monde populaire aussi des territoires. Là, nous, par exemple, là, on est en train de parler sur Internet. Toute la société moderne est faite pour ça. Mais la France est composée d'un énorme territoire qui est rempli de taches blanches, où il n'y a pas Internet. Et donc, par exemple, l'État est en train de dématérialiser tout aujourd'hui. Pour faire les moindres formalités, il faut passer par un ordinateur. Pour avoir un rendez-vous à Pôle emploi, il faut passer par un ordinateur. Mais tout ça est fait pour des gens des villes ou des zones couvertes. Mais quand on se balade en France avec son téléphone, on voit bien qu'il y a plein de zones où on est en edge. Ben, il y a des gens qui vivent là. Or, dans la ruralité, il y a 40% du peuple. Et donc, ils sont complètement coupés de la vie, du quotidien. Et pire, ils sont attrapés par un système de fous. Ils sont attrapés par un système de fous. Et dans le roman, je voulais raconter ça. Comment, en vrai, les gens qu'on n'entend pas, qu'on ne voit jamais, qui n'ont pas qui n'ont pas la parole dans notre société, en fait, comment ils vivent. Et je ne voulais pas faire un essai. Je voulais faire un roman. Un roman avec des passions amoureuses, avec du roman. Quoi. Parce qu'il me semble qu'on est beaucoup plus perturbant par du roman que par de l'essai. Parce qu'on entre dans la chair. On entre dans le quotidien des gens. Et c'est vrai que Kelly a objectivement une vie, au bout d'un moment, elle n'en peut plus. Quoi. Elle n'en peut plus. Et ses copines n'en peuvent plus. Et ses sœurs non plus. Et pourquoi tu l'as appelée Kelly? Parce que je voulais un prénom populaire. À Paris, on n'appelle pas sa fille Kelly. Non. En France, les prénoms du peuple ne sont pas les prénoms des Parisiens.
Ça n'a rien à voir. C'est un autre pays. Et je voulais raconter ce pays. Et la beauté des gens de ce pays. Et leur puissance. Et Kelly, elle est puissante. Il n'y a rien qui l'aplatit. Pourtant, elle a toutes les raisons du monde de s'effondrer. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de vivre dans un monde incohérent. Dans un monde... et la raison profonde de nos... qui font bouillir le pays, c'est la somme fantastique d'incohérence. Il y a 20 ans, quand une usine fermait, dans mon roman, il y a un moment une usine qui ferme. Bon. Il y a 20 ans, 25 ans, quand une usine fermait, c'est qu'elle faisait faillite, elle perdait de l'argent. Aujourd'hui, elle peut gagner de l'argent. Il suffit que l'actionnaire, qui est un fonds de pension dans le Minnesota, décide d'optimiser sa rentabilité, il délocalise au Maroc. Donc, quand les gens ont pris des crédits et qu'ils se retrouvent coincés dans un endroit où les maisons ne valent plus rien, puisque du jour au lendemain, l'immobilier s'effondre, et qu'ils sont coincés avec encore 17 ans de crédit, quand ils allument la télé, tout à coup, ils voient des Parisiens qui disent « C'est beau la mobilité, mais ils nous prennent pour des fous. » Parce qu'on est des fous. On leur parle d'un monde qui n'est pas le leur. Et qui n'est pas du tout le leur. Tu discutes beaucoup, tu te promènes beaucoup en France, tu fais un peu un travail d'enquêteur, entre guillemets. Excusez-moi d'intervenir. Est-ce qu'il est possible qu'Alexandre, vous changiez de place parce qu'on a un son parasite derrière qui empêche vraiment, je crois qu'il y a un petit garçon qui hurle ou un bébé, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible que vous changiez de place ou pas? Oui. Ça fait vraiment... un peu mieux sinon. Je vais essayer. Oui, parce qu'il y a un petit garçon qui hurle. Ouais. Ça m'a élevé. Ça couvre vraiment ce que vous êtes en train de dire qui est assez intéressant. Il y a un petit garçon qui veut s'y faire. J'espère que c'est pas le tien. Si la femme que j'aime est là, elle n'est pas là. Attendez. Je me faufile. Je vais fermer juste une porte. Attendez. Excusez-moi, mais c'est important. D'accord. Voilà. Voilà. Bon, je vous relaisse. Pascal, je te laisse la main. Oui. Merci, Alexandre. Voilà. Ah oui, le son est meilleur. C'est vrai qu'il hurlait. Oui, il y a un petit qui hurlait. Oui, donc tu as rencontré les gilets jaunes, les personnes qui manifestaient l'année dernière. Est-ce que tu te promènes beaucoup en France et au fond, est-ce que parce que ou est-ce que tu es quand même assez sédentaire, c'est simplement en entendant des choses, en lisant les journaux, etc. Non, c'est en agissant avec les gens. Parce qu'en fait, quand on se promène, on ne voit rien. Oui, en installant des programmes. C'est en ayant des actions avec les gens qu'on les rencontre profondément. Ce n'est pas en rendant visite. Et ils te parlent beaucoup? Évidemment. Évidemment. Là, en ce moment, on a un programme en cours qui s'appelle Masque solidaire pour fabriquer des masques gratuits pour les gens fauchés en France. Bon. Donc, on est en train d'articuler énormément d'acteurs. Là, je parlais récemment, par exemple, avec des gens d'un showroom d'une usine, d'une marque de machines, outils qui sont spécialisés dans la découpe de tissus. Et tout à coup, les gens qui travaillent dans ce showroom se sont dit « mais ces machines ne servent à rien ». Et ils ont décidé de transformer le showroom en usine pour Masque solidaire. Donc tout à coup, les machines Lectra vont, là, à partir de la fin de semaine, en utilisant du tissu collecté auprès des Français et d'entreprises textiles, ils vont se mettre à bosser. Mais quand on a des discussions avec des gens qui font des trucs, avec nous, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Avec quoi, tu veux dire? Avec une visite ou du reportage. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. C'est de l'intérieur, en fait, c'est ça? Oui. Et ça fait 20 ans que je monte des programmes. Je veux dire, j'ai appris à connaître la délinquance parce qu'on a monté un programme qui s'appelait 1000 mots. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans la prison de Villepinte avec des jeunes détenus.
en augmentant leur lexique. Mais des programmes comme ça, ces programmes successifs font qu'on travaille avec des matons à ce moment-là. Donc, on connaît le point de vue des matons. Et d'où te vient ce goût, c'est pas le bon terme, mais ce besoin en fait d'aider, d'initier des programmes sociaux, etc. Parce que est-ce que c'est quelque chose de familial ou est-ce que c'est pas du tout quelque chose? J'ai pas l'impression que chez toi c'était quelque chose de. Enfin, quand on lit tes romans autobiographiques, c'était pas la priorité de ta famille. Non, du côté de ma mère, si. Oui. Le grand-père de maman était quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur moi. C'est un homme qui a géré le journal Humanité pour Jaurès pendant très longtemps. Et donc, ma grand-mère et ma grande-tante, quand j'étais petit, me racontaient qu'à l'époque, être socialiste, c'était pas voter socialiste, c'était agir. C'était se bouger le cul. C'était faire des boulangeries sociales, c'était faire des mutuelles, c'était faire. Et donc, c'est vrai que par ma grand-mère et ma grande-tante, j'ai été biberonné à ça. Et pour moi, l'engagement politique, c'était pas aller adhérer à un parti. C'était faire. Faire. Et il se trouve que quand on fait, on entre très profondément en contact avec les gens. Et on a une connaissance beaucoup plus intime du pays. D'où cet écart hallucinant. Au début des Gilets jaunes, par exemple, ça a été très important pour moi. Je me souviens, j'allais chez Grasset et je leur racontais mes soirées. Et on me regardait comme si j'avais fréquenté des nazis. Ils étaient tellement à l'ouest, mais tellement à l'ouest. Ils me parlaient du refoulé des années 30 et autres conneries. Et je leur disais, mais sortez dehors, allez discuter. Vous allez voir, c'est pas ça du tout. Et donc, c'est vrai qu'en écrivant un roman comme Française, je raconte tout ça. Puisque Kelly et ses sœurs, elles sont prises dans un quotidien, dans une société que j'ai vue de près. Est-ce que tu as l'impression, avec ce roman, justement, d'avoir accordé, je dirais, comme on accorde un instrument de musique, ta vie et tes livres? Oui, c'est ça. C'est l'impression que ça donne, en fait. On a l'impression que tu es au clair avec toi-même. Hein. Oui, je suis raccord. Il n'y a plus d'écart. Mais est-ce que tu n'as pas parfois l'impression que la littérature, par rapport à ce qui se passe vraiment dans la vie, etc., et par rapport à tes combats, est-ce que la littérature, tu n'as pas l'impression que la littérature est vaine? Tu vois ce que je veux dire? Non, justement, non. Là, elle devient fondamentale. Parce que quand on vit un grand moment collectif romanesque, comme nous le vivons en ce moment, c'est-à-dire de recomposition identitaire, ce pays est en train de réinventer son identité profonde. À ce moment-là, il faut du récit. Il faut du récit. Parce que pour qu'un pays vive, il a besoin de héros et aussi d'imaginaire et qu'on se raconte qui nous sommes. On ne peut pas uniquement vivre la vie collée contre une vitre. On a besoin nous sommes des êtres d'histoire, nous les êtres humains. Et je trouve que c'est une des grandes fonctions de la littérature. Et que ce qu'ont fait les grands romanciers du 19e, lorsqu'ils se sont vraiment intéressés à ce qui se passait au fond de notre société, je pense évidemment à Zola, mais enfin, ils sont extrêmement nombreux. Ils ont permis à la France de se raconter à elle-même. Et tout ce que j'espère, c'est que le monde parisien littéraire va s'apercevoir qu'on ne peut pas uniquement faire tourner la littérature sur « j'ai été sodomisé par un monsieur de culture gréco-latine dans le 6e arrondissement ». Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet important. Mais non, c'est un sujet important et ça existe aussi. Oui, mais on ne peut pas produire toute notre culture obnubilée par le 6e arrondissement. Or, tu connais comme moi ce milieu. Je veux dire, il est totalement coupé de ces réalités. Oui. Il y a vraiment une nation autour. Et pour moi, à un moment, l'aventure littéraire, ce qui suppose aussi une aventure stylistique. Française n'est pas du tout écrit dans la même langue que
que l'île des Gauchers. Non, justement, je voulais te dire que c'est extrêmement imagé et on a l'impression que tu t'es vraiment amusé à l'écrire. Est-ce que Ah oui. c'est vrai? Est-ce que ça a été facile ou est-ce que cette facilité n'est qu'apparente et qu'au fond, Non, c'est je ne beaucoup de doute pas qu'il y ait travail. beaucoup de travail derrière, mais est-ce que c'est beaucoup de travail? Oui, c'est beaucoup de travail. Puisque Kelly, elle a grandi sur des quais de Cherbourg, mais elle est prof de français. Donc, il fallait que je navigue entre un français très tenu, et puis par moments, dès que les émotions montent, que le naturel revienne. Ouais. Et la vigueur d'un verbe populaire, d'un verbe des quais. Très fleuri. Mais, et puis elle est intenable. C'est pour ça que j'adore ce personnage. Mais justement, est-ce que tout à l'heure, je te parlais d'indigné. Kelly, qu'est-ce qui l'indigne? Qu'est-ce qui la met en colère, en fait? Elle est plongée dans un monde incohérent. C'est-à-dire que quand sa copine, qui est infirmière, veut se faire naturaliser et que la préfecture lui répond non parce qu'elle travaille trop. Je veux dire, Oui. c'est ça le système français en ce moment. On peut vous refuser une naturalisation parce que vous travaillez trop et donc au regard des normes européennes, je ne sais quoi, vous êtes dans l'illégalité. Donc vous êtes une mauvaise citoyenne. Mais on voit bien que on marche sur la tête. Les choses n'ont plus de sens. On est dans un système normé où la norme devient... Or, l'accumulation de normes fait qu'il y a un moment, un des ex de Kelly qui veut s'en sortir et qui veut... ils ont une petite exploitation, ils vendent des huîtres au bord de la mer. Ils voudraient vendre des homards pour gagner un peu plus d'argent. Et puis, c'est impossible. Et ils doivent les vendre vivants. Or, le client, en général, n'est pas là pour adopter un homard. Il est là pour le manger. Bon, donc tout simplement parce qu'il y a des normes. Donc, la France est asphyxiée de normes. Et plus on est riche, moins on s'en rend compte. Et plus on descend dans la société, plus on devient fou. Les maires ruraux deviennent dingues. Ils sont tous dans l'illégalité. C'est pas normal. On est dans un système aberrant. Aberrant. Et ce sont les mêmes choses qui te mettent en colère, toi aussi, que Kelly? Au fond, Kelly et toi, d'une certaine manière, vous avez les mêmes combats ou les mêmes, même si vous Oui, venez bien pas sûr. du... Alors, je ne partage pas toujours ses opinions. Parfois, elle m'énerve. Parfois, je trouve qu'elle va trop loin. Mais je comprends cette rage profonde de se retrouver ficelé dans un système absurde, totalement absurde. Et dans un système où tout est construit par Paris, pour des Parisiens, pour des gens qui n'appartiennent pas au monde réel. Je suis en train d'écrire le tome 2. Là. Bon. Je prenais des notes. La fin du déconfinement. Les maires ont reçu 60 pages de notes administratives avec des normes. Il n'y en a pas un qui, d'abord, n'a le temps de les lire. Ils n'ont pas le temps. Ensuite, il n'y en a pas un qui va pouvoir les appliquer parce que c'est techniquement impossible. Donc, on est dans un monde, au vrai sens du terme, délirant. Mais délirant. Alors, qu'est-ce que tu préconises, par exemple? Alors, je ne préconise pas, j'écris un roman. Oui, mais est-ce que tu n'aurais pas envie, par exemple, de te lancer en politique? Non. Je pense que c'est déjà énorme d'écrire des romans pour qu'on voit ce pays à travers des héroïnes qui ont des chagrins d'amour, qui vivent des émotions totalement romanesques, mais que tout à coup, on les voit. Tout à coup, on voit comment Kelly vit. Comment l'amour est extrêmement compliqué dans un monde totalement absurde. Et Kelly a un mal fou avec ses histoires d'amour. Elle a un mal fou. Et elle en a. Oui, et elle en a. Oui, c'est une affamée. C'est ce que je disais tout à l'heure, elle n'a pas beaucoup de surmoi. Donc effectivement, elle est vorace. Tu peux imaginer que c'est le début, par exemple, de toute une série Donc, tu es en train de travailler sur le deuxième volume. Le Française 2 est déjà construit. Construit, mais pas écrit encore.
Non, mais assez en détail. Et qu'est-ce que tu vas raconter dans ce deuxième volume alors? Parce que elle va continuer à s'indigner, elle va continuer à… Je vais déjà. Non, non, le deuxième volume est extrêmement différent. Ah bon? Oui. Ils vont tous évoluer dans une direction qu'ils n'imaginaient pas au début. C'est intéressant. Parce que le pays est en train d'évoluer. Et quand tu travailles, en fait, tu te laisses un peu porter par ce qui arrive quand tu te mets à écrire ou est-ce que tu as des plans très déterminés au départ? C'est assez construit. Un livre comme ça, d'abord, c'est un livre avec plein de personnages. Donc, c'est forcément sûr, un livre. C'est un livre très. Il faut jongler avec. Ouais. Oui, oui. Dans Française, il y a un monde fou. Hein, Ce serait une super production au cinéma, ouais. Oui, oui, oui. Si un jour on en fait une série télé, il y aura beaucoup d'acteurs. Et beaucoup de saisons. Oui, beaucoup de saisons. Non, mais comment tu travailles? Comment tu t'organises? Je sais pas, tu as des tableaux avec les personnages? Tu sais exactement comment déjà ça va se terminer au début? Comment… Oui, oui, oui. Oui, un livre comme ça, forcément. Tu sais exactement où tu vas. Et puis, Française, là, qui sort la semaine prochaine, c'est aussi toute l'histoire d'un peuple qui va être acculé à la révolte. C'est pas parce qu'elle le veut qu'elle y… Au début, elle pense pas du tout à ça. C'est pas son problème au début. Mais elle est absolument acculée. Il y a un moment où l'absurdité de la vie est trop forte, où les conditions de vie deviennent absolument impossibles. Dans le tome 2, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils vont faire de leur colère. Ouais. Et ça va être très beau. Parce que ce sont des personnages que j'adore. J'adore ces films. C'est une pour eux, en fait. Quand tu commences un livre, est-ce que… Bon, on est obligé d'aimer ces personnages. Je pense que si on passe des mois avec, il faut quand même avoir un peu de sympathie pour eux. Mais même les salauds dans Française, j'aime les détester. Alors, mais là, dans le premier volume, on a un peu l'impression quand même que tout le monde passe à la moulinette. L'édition, la presse, le Flore. Oui, il y a une scène où Kelly va au Flore et où elle se met derrière un personnage qui est un type très introduit dans Paris et elle entend comment ça fonctionne. Et là… Est-ce que cette scène est authentique? Est-ce que cette scène est du vécu? Oui. Ah oui, total. 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 Mais totalement. Mais à un moment, je me suis dit, on va raconter dans une scène, dans un roman, on va raconter comment ça se passe en vrai. Ouais. Et les gens n'y croiront pas. C'est tellement dingue. Est-ce que ce livre-là, tu l'as fait lire un peu à tes amis gilets jaunes ou est-ce que tu as… Non, je ne fais lire à personne. Tout le monde va le découvrir la semaine prochaine. D'accord, donc tu ne sais pas un peu les réactions parce qu'on pourrait imaginer que c'est un peu le bourgeois parisien, etc., qui s'intéresse au peuple. Est-ce que tu non, parce que le bourgeois en question, ça fait 20 ans qu'il bosse avec tout le monde. D'accord, donc tu es bien connu dans le… Oui, dans oui, le milieu. Alors là, je crois qu'il y a Nathalie qui surgit. Oui. Et qu'on n'entend pas. Est-ce que tu as des questions, Nathalie? J'ai des questions qui sont arrivées pour Alexandre. Et avant de commencer les questions, je voulais vraiment remercier Alexandre parce qu'il nous parle vraiment en avant-première de son livre, parce qu'il sort que la semaine prochaine. Donc, avec Frédéric Bougelt, on tenait vraiment à vous remercier de cette exclusivité. Vraiment, merci. Merci à vous. Donc, j'ai une première question. C'est moi qui vais vous la poser parce que je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et vous avez dit que la place de la femme était importante. Est-ce que vous croyez qu'à l'heure actuelle, la littérature est faite par les femmes pour les femmes? Dieu merci, elle est faite de plus en plus par les femmes. Maintenant, tout le monde sait que le roman, depuis toujours, est lu majoritairement par des femmes. Peut-être que les femmes se racontent plus leur vie, peut-être que les femmes se rêvent plus leur vie. D'où plus de colère, d'où plus de conscience, d'où plus de tout, quoi. Moi, je vis avec une femme qui se pose sans arrêt des questions. Elle doit être cachée, elle doit m'entendre. Mais elle est un roman permanent. Ah, c'est une source d'inspiration, cela dit.
Oui, 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 tout à fait. Ça Je peut lui ai être dédié ce livre, d'ailleurs. Il y a une question qui est assez intéressante. Tout ce que vous venez de nous expliquer, de nous raconter, est complètement à l'opposé de ce que représente l'isolement de l'écriture. Comment faites-vous pour tout à coup ou soudainement vous retrouver face à la feuille blanche? Comment ça se passe? Et est-ce que cela a changé votre rapport à la façon d'écrire ou à l'écriture? Je suis jamais coupé de la vie. J'écris dans les cafés, j'écris dans les trains, j'écris très rarement enfermé quelque part. Euh, D'ailleurs, pendant que j'écris, souvent les gens viennent me voir, me parlent. Il n'y a pas de coupure. D'accord. Et comment vous contrôlez-vous face à tous ces tourments que vous nous avez énoncés là pendant 30 minutes? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites de votre colère? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'Alexandre Jardin? Ça se contient ou vraiment vous avez besoin de vous exprimer par écrit ou par toutes les initiatives que vous faites? Alors d'abord, j'agis, ça me calme. Lorsque je vois quelque chose de dingue, je sais pas, par exemple, au début du confinement, on était tous devant nos télés et on voyait bien qu'on manquait de personnel dans les hôpitaux. Alors, je me suis transformé en attaché de presse et j'ai orchestré toute une campagne pour une appli pour trouver et affecter des renforts aux hôpitaux. Ça s'appelait renfort-covid.fr. Donc, j'ai fait l'attaché de presse, je téléphonais à l'ensemble des rédactions et on a trouvé 28 000 personnels soignants pour les hôpitaux. Et je dois dire que plutôt que de gémir devant ma télé, ça me calmait. Mais là encore, dès qu'on se met comme ça dans une action, on rencontre 1000 personnes. J'étais bloqué pourtant sur mon balcon, mais j'ai croisé énormément de gens. L'action, c'est la plus belle manière de rencontrer les gens. Et puis, c'est vrai que la littérature est la soupape. Dans Française, il y a un nombre incalculable de scènes qui me permettent. C'est tellement insupportable ce qu'on voit. C'est tellement insupportable de disqualifier le regard de gens qui appartiennent à la population majoritaire, de les juger. C'est pas bien, quoi. C'est tout simplement pas bien. Donc, tout à coup, au moment où je me mets à écrire, ben, je peux la faire parler, Kelly. Sans a priori, sans jugement. Je peux faire vibrer son point de vue, sa sensibilité, son intelligence. Et c'est vrai que ça me soulage. Et la littérature me soulage pour ça. Je vis très très mal le fait que le gros de notre peuple soit à ce point incompris, caricaturé, ridiculisé par mon milieu, mon milieu, quoi. Je vis ça vraiment ça m'est insupportable. Vraiment, ça m'est les conneries que j'ai pu lire sur les gilets jaunes, mais j'avais honte. J'avais honte de ce que mon milieu pouvait penser, écrire. Tu t'es fâché avec beaucoup de gens? Comment? Tu t'es fâché avec beaucoup d'amis? Oui. Oui, vraiment. Oui, parce qu'il y avait un niveau de connerie qui quand même n'était pas tolérable. Parce que ça reposait sur une méconnaissance totale, personnelle. Ça reposait sur des raisonnements, des on-dit, j'ai lu dans l'Obs. Ça n'avait rien à voir avec la réalité. Mais rien. Et puis aussi, c'est vrai qu'en écrivant française, je l'ai fait aussi parce que au début de ce mouvement, ça m'est arrivé d'être coincé dans des barrages de gilets. Et lorsque je sortais mon téléphone et que je demandais aux gens si je pouvais les interviewer pour qu'ils s'expriment, la plupart du temps, je tombais sur des gens qui me disaient « Ah ben non, on va se moquer de moi, j'ai pas les mots. Demandez au grand, là, il a les mots, lui. » J'allais voir le grand et il me disait « Oh non, on va se foutre de ma gueule. » En fait, la France, les gens ne sont pas sûrs d'eux. Les gens ne sont pas sûrs d'eux, ils ne sont pas sûrs de leur vocabulaire, ils pensent qu'on va se foutre de leur gueule. Donc, à un moment, le romancier est aussi là pour raconter ce qui est difficile à exprimer. Il y a une question par rapport à ça. Selon vous, quelle est la place d'un écrivain à l'heure actuelle dans ce contexte-là?
C'est la place que vous occupez vous, ou il y en a une autre, il y a une autre fonction, à votre avis? Alors, Dieu merci, il n'y a pas une place. Quand je rentre dans une librairie, il faut que... C'est la diversité du psychisme humain, une librairie. Et loin de moi l'idée qu'il y aurait une littérature et pas une autre. Si on aime les livres, c'est parce qu'ils sont divers. Et au fond, un livre réussi est toujours un moment très, très rare où une fille ou un type exprime ce qu'il est, le seul au monde à pouvoir écrire. Parce que c'est ça, cet alignement très puissant entre un texte et un auteur, ça donne une force inouïe au livre. Bon, mais peu importe la direction d'ailleurs. Mais pour moi, compte tenu de l'énormité du renouvellement identitaire, de l'énormité de ce qui est en train de se passer en ce moment, partout en France, je parle de la France parce que je la connais mieux mais, que les autres pays, c'est un territoire littéraire incroyable. Il y a une opportunité historique extraordinaire pour les gens qui veulent écrire. Il y a un réservoir de héros, aussi bien en littérature que d'ailleurs pour l'image. J'ai fait un film qui est passé sur Arte samedi dernier, sur un maire totalement exceptionnel qui s'appelle Michel Fournier, qui est un type qui résonne complètement en dehors du cadre et qui a multiplié par 2 la population de son village au fond des Vosges. J'avais envie de montrer le héros que cet homme est. Mais c'est la même démarche que française. C'est voyons la puissance héroïque là, en dehors du cadre. Parce mais c'est réellement, il y a une fenêtre historique. Je n'aurais pas forcément dit ça il y a 30 ans. Mais maintenant, il y a un pays neuf qui aussi a besoin de trouver un français nouveau, une langue nouvelle. Et c'est aussi le boulot des écrivains de participer à ça. D'où l'écriture très, très particulière, le style de française. Ça ne pouvait pas être écrit dans une langue morte, dans une langue... c'était pas possible. On ne peut pas décrire cette force de vitalité que trimballent les gens en ce moment dans une langue morte, dans une langue académique, voilà. Est-ce que ça vous a pas donné envie de faire justement un documentaire là-dessus, sur les Français et les Françaises? Mais c'est ce que je suis en train de faire pour Arte, là. À travers des personnages. D'accord. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce qu'un personnage qui va trop loin va là où Alexandre n'a pas la légitimité pour aller trop loin? Est-ce qu'un personnage qui va trop loin, redites-moi. Alors, est-ce qu'un personnage qui va trop loin va là où Alexandre n'a pas la légitimité pour aller trop loin? Alors, quand on est extrêmement vrai, on est légitime. Quand on est extrêmement vrai, pas un peu comme ça. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, ce sont aussi les personnages qui vont un peu trop loin dans la vie. Et Kelly est comme du lait qui sort de la casserole. Ses sœurs aussi. Elles vont trop loin. Mais dans les romans, ce sont les personnages qui m'intéressent le plus. Les personnages de Balzac vont tous trop loin. Les personnages de Shakespeare vont tous trop loin. Les personnages de Victor Hugo vont souvent trop loin. C'est vrai que Française est remplie de personnages qui vont trop loin, qui ont des colères excessives, qui ont des vengeances, qui ont des passions, des hommes qui abusent de Kelly vont trop loin dans ce livre. Et elle va trop loin aussi. Et puis merde, quand on lit, on a envie d'aller trop loin. C'est-à-dire, on n'a pas envie d'un couvercle.
vous avez fait énormément vous avez énormément d'initiatives. Est-ce que vous faites des ateliers d'écriture? Est-ce que vous avez envie de transmettre votre comment Alors, on écrit? Est-ce que vous avez... je suis en train de réfléchir à ça. Ouais. Euh, Ça vous intéresse? C'est oui, quelque chose qui vous... Ouais. oui, bien sûr, je suis en train de réfléchir à ça. Oui. C'est une envie, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont pas envie. D'ailleurs, je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Frédéric de Gelt anime des ateliers d'écriture, et il y en a un du 6 au 13 juin, et je crois qu'il reste de la place, et c'est entre la région de Lyon et l'Ardèche. Donc, s'il y a des participants qui sont intéressés, vous pouvez nous joindre sur un endroit où aller, nous envoyer un mail. Voilà. Donc, on voulait savoir si, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent non, pourquoi moi j'aurais le droit de transmettre plus que quelqu'un d'autre. Donc, c'était pour ça qu'on voulait savoir si ça vous Mais intéressait. c'est un métier d'artisan. Donc, tout ce qui fait l'artisan que l'on est après un certain nombre de livres est quand même transmissible. D'accord. Là, on va faire un petit conseil lecture avec Pascal. Est-ce que vous avez un livre à conseiller aux gens qui nous regardent? Je n'avais pas préparé, mais je vais vous trouver. Euh, Alexandre Jardin, libraire, c'est pas mal ça. oui. Attendez. Tiens, il y a un livre extraordinaire que j'ai lu récemment. C'est ça. Ça. Terre des oublis. Ah oui, formidable. 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 Incroyable. Hein. Ouais. Je m'attendais pas à tomber sur un aussi grand roman. Est-ce que vous pouvez résumer pour ceux qui nous écoutent juste en 2-3 mots ce que ça raconte? Un roman vietnamien écrit par une femme qui a eu le prix Elle. Oui, et qui a émigré à Paris, qui vit à Paris dans le 13e. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle vivait à Paris. Mais c'est un colosse, cette femme. Ça se passe au Vietnam. Il y a une histoire d'amour totalement extraordinaire dans ce pays. Enfin, c'est aussi grand que Nabokov. C'est vraiment un très, très grand écrivain. Colossal. Ce qui est drôle, c'est que souvent, on a du mal à se faire à l'idée qu'on peut être le contemporain de gens absolument phénoménaux. Et cette fille est incroyable. Incroyable. Terre des oublis. Pascal, est-ce que tu as un conseil à nous donner de Oui, poche? tu m'avais demandé un poche, hein, c'est ça? Oui, parce que c'est la nouvelle rubrique, parce qu'effectivement, dans le paysage éditorial, le poche prend beaucoup de place. Donc voilà. Très bien. Alors, c'est marrant parce que c'est la même éditrice. Le livre dont vient de parler Alexandre, c'est Sabine Vespizer qui a découvert l'auteur. Et c'est aussi Sabine Vespizer qui, à l'origine, a découvert Nuala Offolon, dont un des livres, son dernier roman, sort donc au livre de poche. Alors, ça s'appelle Best Love Rosie. Et le livre a été apparu en 2008, juste un tout petit peu avant la mort de Nuala. Et c'est un mélange de spontanéité, de réflexion, d'autobiographie, de fiction. C'est comme tout ce qu'elle fait, extrêmement débordant de tendresse et d'authenticité. Voilà. Donc ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé tous les livres de Nuala Offolon. D'accord. Alors moi, j'ai choisi un livre qui sort aussi le même jour que le livre d'Alexandre, qui s'appelle Les Victorieuses de Colombani. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, c'est l'histoire de 2 destins de femmes. D'un côté, il y a Solène, qui est une brillante avocate qui essaye de se reconstruire après un burn-out et qui va être écrivain public, qui va s'investir en tant que bénévole. Et de l'autre, il y a Blanche Perron, qui a donné toute sa vie aux plus démunis et notamment à l'Armée du Salut. Donc, c'est vraiment des magnifiques portraits de femmes. Donc, voilà, c'est des victorieuses au livre de poche. Avant de nous quitter, de vous laisser le mot de la fin, je voudrais rappeler que la librairie partenaire ce soir était la librairie Gutenberg à Issy-les-Moulineaux, qu'on salue, Laetitia, qui sera bientôt à ta place, Pascal, en fin de semaine. Donc, je vais vous laisser le mot de la fin avant qu'on se quitte et d'annoncer la prochaine rencontre de demain. Je vous laisse Alexandre, voilà, je suis ravie de ta nouvelle vie d'écrivain. Et j'ai hâte de lire la suite. Je vais m'y mettre assez vite. Un petit confinement encore, et puis comme ça, tu pourras terminer quelques semaines de... Je vais m'y mettre parce que écrire une vraie saga, écrire le roman français en cours,
à travers cette fille. J'adore la vitalité. Enfin, ce qui fait aussi les romans, c'est quand même l'énergie particulière d'un personnage central. Et c'est vrai que elle a une telle force de vie. Elle doit être T'es amoureux épuisante. d'elle, en fait. T'es amoureux de ton personnage. Ah, j'aime énormément ce personnage. Énormément. En tout cas, vous avez donné vraiment envie de le lire. Moi, je ne vous ai pas encore lu, mais ça donne vraiment envie de le lire. Donc, je vous remercie encore 1000 fois d'être venu nous en parler en avant-première. Merci beaucoup, Pascal. Demain, à 19 h, à votre place, nous recevons Joël Dicker pour l'énigme de la chambre 622. Et il sera interrogé par Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet au Mans. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée.